Bonjour et bienvenue dans Africafé, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des organisations africaines et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de cette organisation. L'Union du Maghreb arabe est une organisation économique et politique formée par les 5 pays du Maghreb, à savoir l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, ainsi que la Mauritanie, et dont le siège du secrétariat général est situé au Maroc, à Rabat. La population totale des 5 États membres s'élevait à 101 95 436 habitants en 2019 et totalise un PIB de 382 milliards de dollars en 2020. Le 17 février 1989 fut signé au Palais Royal de Marrakech par les 5 chefs d'État le traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe, après la réunion du 10 juin 1988 à Zeralda qu'il avait préparée. L'UMA est dotée d'organes politiques, exécutifs et judiciaires. Un conseil présidentiel composé de chefs d'État, chacun assurant à son tour la présidence pendant 6 mois. Un conseil des ministres des Affaires étrangères. Un comité de suivi composé d'un membre de chaque gouvernement. Un secrétariat général du conseil présidentiel. Un conseil consultatif composé de 10 représentants de chaque parlement national. Et un organe judiciaire composé de 2 juges par pays qui a pour mission d'arbitrer les litiges surgissant entre les différentes structures des pays membres. Bonjour, c'est Abdelaziz. Bonjour. Vous êtes économiste au Policy Center for the New South et aujourd'hui j'ai envie de discuter avec vous de l'UMA. Mais pas du côté politique, je sais qu'il y a une actualité, mais je veux parler de l'aspect économique de l'UMA parce que au départ c'était une question d'intégration des différents pays de l'UMA, d'intégration économique. Alors moi ce que je veux savoir, je veux discuter un peu de ça. La première question que je veux vous poser, c'est quoi en fait cette intégration et qu'est-ce qu'elle implique? C'est quoi ses objectifs? Merci Seous pour cette invitation. Et donc pour revenir à votre question sur la question de l'intégration, en fait c'est un phénomène qui est assez structurel et assez profond et on a tendance toujours à le caser dans la dimension commerciale. Alors que l'intégration, comme vous le savez, c'est un aspect qui est plus général que ça. Donc c'est vrai, dans les premières étapes de rapprochement économique entre 2 pays ou entre un bloc, on a tendance à négocier les aspects liés au commerce des biens. Je dis bien commerce des biens. Et donc on se met d'accord sur le tarif douanier, sur tout ce qui est lié aux barrières non tarifaires, à l'instar des normes sanitaires ou phytosanitaires. Et donc au fur et à mesure, on passe à des choses, je dirais, plus problématiques. Et donc par exemple, quand on discute des aspects liés à la liberté du facteur capital, là, on passe à l'investissement. Et donc, ça constitue vraiment un élément fondateur dans le cadre de l'intégration des économies. Et donc, parallèlement à ça, on a tendance aussi à négocier tout ce qui est lié à la réglementation. Quand je dis bien réglementation, c'est tout ce qui est lié à l'accès au marché public, aux règles de concurrence. Ce sont certes des aspects qui sont souvent omis dans le cadre des études sur l'intégration, mais qui sont extrêmement importants d'un point de vue d'un investisseur, qui lui permettent de, je dirais, linéariser les aspects liés à la procédure, à la règle, et donc ça lui permet de faire ce genre d'arbitrage économique et donc d'investir là où il veut. Et donc, mais au fur et à mesure que la relation économique a tendance à mûrir entre ces pays, on passe à des aspects qui sont plus développés. Oui. Donc on parle de la libre circulation du facteur travail, au commerce des services. Et je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est tout ce qui est les aspects liés à l'intégration monétaire. Donc l'intégration, en fait, ce que vous dites avant d'arriver à cet idéal qu'on voit tous un peu, cette libre circulation des biens, des marchandises, des personnes, notamment au Maghreb, cette intégration-là, elle se fait graduellement. Il y a plusieurs étapes, on passe à la réglementation, les discussions commerciales, l'investissement. Donc c'est plus technique qu'on le pense. Et par rapport au Maghreb, moi ce que je voudrais savoir, c'est on en est où aujourd'hui actuellement? Est-ce que on sait qu'il y a un potentiel énorme. J'aimerais bien en savoir plus, vous en tant qu'économiste. Qu'est-ce que vous voyez comme potentiel au Maghreb? On en est où par rapport à cette intégration? L'objectif du Maghreb initialement c'était ça, c'était d'imaginer un cadre d'intégration extrêmement approfondi, donc je ne vous le fais pas apprendre.
Mais à la veille, je dirais au lendemain de la création de l'UMA, on a pensé à un certain moment à mettre en place une monnaie unique. Donc vous imaginez, on a discuté des aspects liés à une monnaie unique à un stade vraiment très précoce. On a parlé de l'union douanière, on a parlé des aspects liés à la libre circulation. Donc c'était l'objectif initial. Et donc c'était d'instaurer les règles d'une intégration vraiment réussie au sens du terme. Mais là, sur le papier, en réalité, on est très loin de ça. Je dirais même qu'on est devant certaines aberrations économiques, politiques et sociales, car on a tous les pays, je dirais, tous les pays de la région ont un héritage historique qui est assez lourd, qui aurait dû faire de nous vraiment un exemple en termes d'intégration, car on a tous les ingrédients pour réussir une intégration et de se positionner comme un modèle à l'échelle planétaire. On a la même langue ou les mêmes langues. On a la même religion. Ça peut paraître évident, mais c'est extrêmement important en termes de rapprochement des communautés et des États. On a également quasiment le même passé colonial et on a des liens de fraternité qui nous traversent depuis la nuit des temps. Et donc les régions qui sont assez intégrées à l'échelle mondiale et qui se présentent comme un modèle n'ont pas autant de facteurs communs. Ils ont capitalisé sur le point de convergence et en même temps ils ont essayé de contourner les points de divergence ou plutôt en faire des forces de frappe. L'Union européenne par exemple, ils ont tant de langues. La région de l'Asie qui nous inspire en tant que modèle pour nous les pays en développement aussi, ils ont énormément de points de divergence, mais chez ces pays l'intérêt suprême des nations a prémis, ce qui a fait qu'on a mis de côté l'ensemble des différends malgré un passé pas très lointain, qui est assez sanglant. Vous avez parlé d'aberration économique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres un peu qu'on puisse savoir pourquoi c'est une aberration? C'est quoi ce potentiel en fait chiffré? Une aberration parce que le commerce, c'est-à-dire malgré tous les développements des moyens de transport, de la fragmentation des systèmes de production, le commerce il est assez muet vis-à-vis de la distance ou des coûts de transaction de manière générale. Je vous donne un exemple, on est très proche, c'est-à-dire on a tendance à faire du commerce plus. Donc l'exemple le plus parlant dans ce cas-là, c'est celui de l'Angleterre. L'Angleterre, le flux du commerce qu'il est en train d'entretenir avec l'Irlande, qui est une économie de quasiment 5 millions de personnes, il est supérieur, imaginez, supérieur au commerce qu'il entretient avec la Chine et l'Inde en même temps. Et donc la distance, elle est extrêmement importante en termes de commerce. Et donc au sein de notre région, je vous dis, le taux d'intégration ou le commerce de biens qui est réalisé au sein de la région, il est entre 2 et 3%, ce qui est extrêmement faible. Rien que de l'autre côté de la Méditerranée, l'Union européenne, il est intégré à hauteur de 70%. Le contexte, il est extrêmement différent, mais vous voyez l'ampleur de la désintégration de la situation. En termes d'investissement, c'est aussi la même chose, pas d'investissement. Par exemple, si vous voyez la liste des investisseurs ici au Maroc, pour retrouver un pays maghrébin, il faut aller à la 20e ou à la 30e position. Et donc là, pour un peu casser cette noirceur ou ce pessimisme, il y a 3 projets, à mon avis, qui incarnent l'esprit de l'UMA. Parce que déjà, à l'UMA, il y avait des projets, on avait entendu des projets magnifiques, des projets qui étaient vraiment porteurs, ambitieux, comme par exemple le train, la ligne ferroviaire, il y avait la question de la monnaie unique. Au lendemain du traité de Marrakech, il y avait vraiment un vrai engouement et je pense que les populations, tout le monde espérait cette intégration-là. Et justement, pour essayer du côté économique, du côté investissement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des projets pour finir justement sur une note d'espoir, nous parler un petit peu des facteurs d'espoir et d'optimisme vis-à-vis de cette intégration du Maghreb? Vous savez, en parlant de ces projets, il y a tout ce qui est lié à la connexion électrique. C'est un projet qui a marché et donc qui incarne, comme je disais, l'esprit de l'IMA, le projet du train transmaghrébin. Ouais. Donc nous, on est jeunes, mais nos parents se rappellent que durant les années 80, vous pouvez très bien prendre votre train à Casa ou Oujda pour arriver à Tunis, ce qui est extrêmement important en termes d'intégration et de rapprochement des jeunes. Il y a aussi le projet du gazoduc. Et donc, vous savez que l'Algérie, en tant que producteur de gaz, alimentait le marché européen, que ce soit à travers le Maroc ou à travers la Tunisie. Et donc, à l'état actuel, on sait très bien ce qui se passe, c'est-à-dire il ne faut pas espérer grand-chose en termes d'intégration, mais en même temps, il ne faut pas se soucier parce qu'on est déjà au creux, c'est-à-dire les choses ne peuvent pas s'empirer davantage. Mais sur le long terme, je dirais, je suis extrêmement
optimiste pour une seule raison, c'est que le train de l'intégration, on ne peut pas le dérailler. C'est vrai, on peut le retarder pour une raison ou une autre, mais sur le long terme, les populations sont demandeurs d'intégration et donc on va s'intégrer. Surtout, il y a un potentiel économique qui est extrêmement important. Comme je disais, la distance, il a extrêmement un rôle très important au niveau du commerce. On partage des frontières et donc c'est facile de faire du commerce. On est tous demandeurs de développement. Tous les pays sont demandeurs de développement économique et ces facteurs de rapprochement, comme vous avez dit, distance, religion, population, culture, mais surtout pour rester d'un point de vue clairement économique, vous nous dites que techniquement, le potentiel de développement, le potentiel de croissance, si on venait à s'intégrer économiquement, à collaborer entre nous, il est immense. Il est immense, c'est-à-dire les dernières études plus récentes en la matière estiment que le gain de l'intégration est équivalent à 2 points de pourcentage sur le long terme. De PIB? Oui, exactement, c'est-à-dire de croissance, ce qui est encore plus important. C'est-à-dire pour un pays comme le Maroc, ne prenons pas l'exemple du Maroc, prenons un exemple de l'Algérie, pour un pays qui croît à 3%, c'est-dire sur le long terme, il va croître à 5%. C'est-à-dire de manière continue. Ce qui est une différence énorme au niveau palpable, au niveau du développement économique, des infrastructures. 2 points de PIB, c'est considérable. Et de manière continue. Chaque année, on va gagner 2 points. C'est-à-dire, vous imaginez l'impact sur la création d'emplois au niveau de ces pays-là. Donc, de la création d'emplois, d'industrie, de développement économique. Exactement. Développement d'infrastructures. Économique aussi, développement économique de manière générale, surtout pour des pays au sein de la région qui sont assez concentrés, où leur économie est fondée sur un produit et un prix relatif à l'échelle internationale. Donc c'est extrêmement intéressant. Par exemple, je vous donne l'exemple du Maroc ou de la Tunisie, où on est des pays qui sont relativement diversifiés, qui ont montré leurs preuves en termes d'intégration dans les chaînes de valeur mondiales. On a globalement réussi le défi de l'intégration. C'est vrai relativement, mais comparativement aux autres pays, par exemple, la Libye ou l'Algérie, ce sont des pays, il faut le dire, qui sont des pays rentiers, et donc ils ont extrêmement à gagner de l'intégration. Ils ont un seul produit, c'est-à-dire le pétrole. Oui, il faut le dire. Ils ont et donc l'intégration leur permettrait de diversifier leur économie. Exactement, surtout qu'ils vont se diversifier avec des économies, avec des niveaux de développement qui sont rapprochés. Parce qu'on a tendance, on a plus de réticence à s'intégrer avec des pays développés, parce qu'on voit le différentiel en termes de compétitivité. Et ça peut être injuste en fait, cette intégration peut, comme on l'a vu peut-être avec l'Europe, ça peut être en l'avantage du pays développé plutôt que l'avantage du pays en développement. Exactement. Donc le fait de s'intégrer avec des pays du niveau de développement qui est comparable, ça ne va pas attiser tant de tensions que ce qu'on le fait avec des pays qui sont extrêmement développés. Et là, je vais vous donner l'exemple des changements qu'on est en train d'observer à l'échelle internationale. Donc cette fameuse décarbonisation. Et donc c'est un point qu'il faut tenir en compte. Par exemple, pour des pays qui sont rentiers, ils ont intérêt à changer leur modèle de développement. On voit l'Europe, ce qu'il est en train de faire. On voit le programme de neutralité climatique d'ici 2050. On est en train de suivre les discussions sur la fameuse taxe carbone qui est en train de le mettre sur les frontières. Et donc ces pays-là, ils ont intérêt à changer de modèle de croissance et à penser à un modèle d'intégration horizontale qui leur permette de saisir les opportunités qui sont observables à l'échelle de la région au lieu de maintenir leur système économique fondé autour d'un seul produit, comme je disais. De ne pas exploiter ce potentiel énorme. Donc moi, je retiens de cette discussion, c'est que le potentiel, il est là. Merci pour cette discussion parce qu'il y a quelques facteurs d'espoir. Il y a de l'optimisme à avoir parce qu'il y a un potentiel énorme et parce que ce que vous dites, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est inéluctable. Tôt ou tard, on y arrivera. Donc, merci beaucoup. Après, on a parlé il y a eu beaucoup de termes techniques dans cette discussion. On peut l'approfondir, mais on va s'arrêter là. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du Policy Center for the New South, policycenter.ma. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Africafé.